Bonjour à tous et à toutes, c'est Mtor, bienvenue sur la chaîne Ozone 1000 où aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer le docteur Julien Puchois, médecin généraliste orienté en médecine fonctionnelle. Pour ne rien rater des futures interviews, activez la cloche, abonnez-vous. Pour ceux qui veulent nous suivre en podcast, le lien du podcast est en description de la vidéo sur Spotify, Deezer ou encore toute autre plateforme d'écoute. Allez, c'est parti! Bonjour Julien. Salut David. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça me faisait plaisir de te présenter à la communauté Ozone 2000. Je pense que tu es un médecin fonctionnel qui est de plus en plus présent sur les réseaux, sur des webinaires. Donc, c'était vraiment important pour moi de te mettre en avant, notamment aussi humainement. Parle-nous un peu de ton enfance, de ton adolescence. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait la médecine et que tu es devenu le médecin d'aujourd'hui? Alors, j'ai toujours voulu faire médecine. Ça remonte à très loin, je pense, depuis que j'ai 6 ou 7 ans. Le motif de vouloir faire médecine, bon, finalement assez basique, vouloir soigner les gens. Pas très original, mais j'ai jamais voulu faire, je pense, un autre métier. Et ça m'a jamais quitté. Et donc, j'ai commencé évidemment mes études à 18 ans à Lille. J'ai eu la chance de faire toutes mes études à Lille pendant mes 9 ans. Et j'ai rapidement été un peu perturbé quand j'ai fait mes premiers stages de remplacement en médecine générale, où en fait je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche, on donne des médicaments aux gens, mais on prend pas le temps de leur parler de leur mode de vie, etc. Et donc, par exemple, moi, prescrire de l'insuline, alors qu'en fait on sait que le patient ne mange pas correctement, je me dis, il y a un problème. Et en fait, on est confronté au manque de temps, t'as 15 minutes, par exemple, en consultation, 15 minutes, voire 20. Et voilà, il y a un truc qui cloche, mais j'avais pas encore il manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Et en fait, j'ai découvert la médecine fonctionnelle grâce à un de mes amis qui est pas du tout médecin. D'ailleurs, je lui fais une dédicace encore. Il s'appelle Jérémy, il va se reconnaître. Et en fait, il m'a offert un bouquin d'un médecin fonctionnel très connu aux États-Unis qui s'appelle Mark Hyman. Très connu au point d'aller même au Congrès américain pour montrer à quel point la médecine fonctionnelle peut être intéressante pour la santé des gens. Et donc, il m'a offert un bouquin qui s'appelle Trop de sucre. Et en fait, j'ai lu le bouquin, je pense, en 2 jours. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, c'est ça que je cherchais. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et ça a vraiment, littéralement changé ma vie. Et après, j'ai cherché quelques DU en France. Donc, j'ai commencé en 2019 à Dijon. Après, j'ai fait le MAPS à Paris. J'avais fait un DU de phytothérapie aussi. J'ai fait la capacité de médecine du sport. Donc voilà, j'ai essayé tout de suite cette envie un peu une espèce de boulimie de connaissances que j'ai depuis que je suis gamin. J'ai toujours été très curieux, j'ai toujours voulu comprendre le pourquoi du comment, pas qu'en médecine, dans la vie de manière globale. Et donc, ça m'a clairement aidé pour plonger dedans. Et depuis, ça me quitte plus. Et oui, et alors du coup, tu dis que t'as toujours voulu être médecin, ça vient de ton enfance. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a eu un événement particulier durant ton enfance qui a fait qu'à à ce moment-là, je veux être médecin, je veux le devenir et que ça t'a pas quitté? Non, j'ai pas vraiment le souvenir. Si j'avais une tante qui était infirmière. Ok. Tu jouais pas au docteur Maboul et tu disais Non, j'ai pas trop de souvenirs. Par contre, j'ai vite pris conscience quand même que la vie pouvait être courte et cruelle, parce que j'ai un de mes cousins qui est décédé quand j'étais jeune. Probablement que ça a dû me marquer. En fait, je me suis rendu compte que lui, il est décédé, peut-être il avait 11 ou 12 ans. Et en fait, j'ai pris conscience que la santé était précieuse et probablement que ça a dû jouer un petit peu, quoi. Ouais. J'imagine. Et donc, tu as parlé d'un événement marquant. C'est ce bouquin alors que Jérémy Barlow, je crois? Non, c'est un autre Jérémy. Ok, un autre Jérémy, d'accord. Ouais, okay. Exactement. Ok, donc parce que quand tu as dit qu'il n'était pas médecin, moi j'ai pensé directement à lui. Pas médecin du tout. Non, pas du tout. Mais tu parlais de sucre, d'insuline, donc c'est vraiment le point de départ dans ton approche où tu t'es pas trop non plus orienté vers ça, ou du coup est-ce que ça a redéfini ta manière de pratiquer? En fait, je me suis plutôt dit, tu peux pas espérer que tes patients soient en bonne santé uniquement en prenant des médicaments s'ils sont pas capables de changer leur mode de vie. Et donc moi, je dis toujours à mes patients, le mode de vie, les piliers, tu as gestion du stress et des émotions, tu as l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, et après on pourra rajouter aussi finalement la respiration, mais qui est un peu connectée finalement à tout. Et en fait, c'est plus ça, moi, qui m'a vraiment interpellé. Je me dis, mais en fait, il faut que le patient ait le mode de vie, Et en fait, surtout, je me suis dit, il y a peut-être aussi autre chose que de l'allopathie. Alors l'allopathie est hyper utile, mais tu as peut-être autre chose.
Et je pense aussi, ce qui m'a énormément aidé, c'est mes voyages. Je voyage beaucoup depuis maintenant 2000, je sais pas pour quelle année, mais ça a dû prendre en 2010. Et je pense que mes voyages aussi m'ont ouvert à d'autres cultures, à des médecines millénaires. Tu vas en Inde, tu vas au Japon, et dans plein de pays différents. Et en fait, tu vois aussi comment les gens se soignent. En fait, tu te rends compte que t'as pas toujours besoin d'allopathie et que parfois revenir à certaines choses basiques, aller dans la nature et cueillir quelque chose, te faire une infusion, bah parfois c'est tout aussi efficace que prendre un médicament. Revenir aux compétences premières du médecin, qui est le druidisme quelque part, c'est-à-dire tester des choses qui viennent de la nature, parce que il n'y a pas eu que des médicaments dans l'histoire de la médecine. Non. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant de retrouver une espèce d'approche naturopathique aussi dans la pratique de la médecine, quoi. C'est ça. Et puis parfois aussi, il faut se dire que t'as pas forcément besoin d'avoir une étude randomisée double aveugle sur 1 million de personnes. On est bien d'accord. Pour se dire que telle ou telle chose fonctionne. On a tous connu notre grand-mère qui nous dit fais ceci ou cela pour mieux digérer, pour mieux dormir, et puis en fait tu te rends compte que... Oui, puis au final, la naissance d'études aussi, c'est sur base d'une observation. Au final, je pense terrain, empirique, clinique, on se dit tiens, c'est marrant, il y a ce traitement-là qui a l'air de fonctionner de manière assez répétée. Est-ce qu'on en fait une étude ? Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de te poser, parce que c'est vrai que, tu vois, on parle souvent d'études. Est-ce que ça a été étudié ? Est-ce que ça a été prouvé efficace ? Mais moi, je trouve, alors on en reviendra dans la vidéo, mais je trouve qu'il y a un biais majeur dont on ne parle pas dans ces études, c'est l'unicité de la personne. Est-ce qu'au final, le médicament, si on part du principe qu'un médicament devrait être efficace pour la plupart des gens, c'est parti du principe que tous les êtres humains sont pareils. On parle beaucoup aujourd'hui de polymorphisme génétique, d'intestin, de dysbiose. Tout ça va générer du coup des biais et des erreurs en fait au final dans l'efficacité du médicament. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Complètement, ouais. Et moi, il y a notamment un concept que j'explique beaucoup à mes patients, c'est l'épigénétique. Je leur dis, vous avez des gènes, c'est des interrupteurs, et en fait, c'est votre mode de vie qui va appuyer ou non sur l'interrupteur et donc faire on ou off. Et donc, c'est vrai que pour moi, cette notion d'épigénétique est hyper importante. Et après, évidemment, on a aussi des polymorphismes génétiques qui fait que l'expression d'un gène est différente d'un individu à l'autre. Et moi j'aime beaucoup ça, le côté aussi ancestral. Est-ce que tu as la copie ancestrale du gène ? Est-ce que tu as la version plutôt moderne ? Et après tu adaptes le mode de vie du patient en fonction de son patrimoine génétique en quelque sorte. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous écoutent ce qu'est l'épigénétique ? Épigénétique, en fait, c'est l'influence du mode de vie justement sur le gène. Donc ça va être son alimentation, son stress, les piliers dont j'ai parlé juste avant. Moi j'explique très simplement comme ça, au moins je trouve que c'est compréhensible par tout le monde. Mais on est bien d'accord que c'est différent que de se faire refaire le nez pour que ton enfant ait un nez droit lorsqu'il naît. C'est exactement ça. Et en fait, si tu veux, ici, moi j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent apprennent un peu à te connaître. Donc je t'ai préparé une petite série de questions assez simples. Donc c'est le jeu du t'es plutôt... ça ou ça, et donc tu réponds brièvement. Alors peut-être que je vais te demander d'argumenter, parce que voilà, objectivement, il y aura besoin peut-être de nuancer certaines choses, parce qu'un médecin, souvent on oublie que c'est aussi une personne, un patient aussi, quelque part, et que c'est pas parce que tu es médecin que tu n'as pas de défaut, que tu vis pas forcément, je dirais, dans un monde où tout est parfait, tu vois. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cette vision aussi de l'homme médecin humain, tu vois, et non pas Dieu comme les patients pourraient avoir. Peut-être un peu comme avant, ouais. C'est ça. Ouais. Donc voilà, on est parti pour le jeu du t'es plutôt. Alors, t'es plutôt boulet frites ou pas de taille ? Ah, c'est dur ça. Non, j'arrête quand même pas de taille. Ouais, pas de taille, ouais. Donc tu préfères... Souvenir de voyage. Tu préfères la cuisine asiatique à la cuisine belge, du coup ? J'aime beaucoup la cuisine belge. Mais je sais pas, l'Asie, à chaque fois, moi, ça me rappelle plein de souvenirs de voyage, donc ça me reconnecte. Ouais, je sais que t'aimes bien les voyages. Ouais. Comté ou flan à la pistache en dessert ? Tu remarqueras que je te connais quand même pas mal, hein. Allez, je dirais que le cœur choisit le flan à pistache, mais je dirais que quand le médecin reprend le dessus, il va se dire que le comté en dessert est peut-être mieux. Ok. Mais le cœur, oui, flan à pistache. Festival musical avec une bière ou un bon verre de vin autour d'un bon repas avec tes amis ? Maintenant, je dirais repas avec les amis. Ok. Mais le festival avant, je l'aurais choisi d'emblée. Ok, d'accord. Mais de temps en temps, le festival peut être sympa. Ok. Course à pied ou musculation ? Ah, course à pied.
Ok. Pourquoi? Parce que tu préfères l'effort de la course à pied? Ouais, j'ai toujours aimé courir. Mon père, là, il a 72 ans, il a toujours couru. Je l'ai toujours connu le dimanche, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, moins 10, toujours courir. Donc j'ai eu cet exemple-là. Et c'est vraiment le truc qui me vide la tête, quoi. Je pars courir, en fait, il n'y a plus rien qui compte. Et surtout, ça me permet de réfléchir à mes problèmes du quotidien, à m'inspirer, à me détendre. C'est une sorte d'hypnose en fait. Hein, oui, franchement, moi, c'est vraiment mon équilibre. Mais je sais qu'il faudrait que je me mette à la musculation, au renforcement musculaire, donc notamment pour la longévité. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que je zappe trop souvent. On a tous nos préférences. Ouais. Hein. Et alors, dernière question, est-ce que tu es plutôt couche-tôt, lève-tôt, couche-tard, lève-tard, couche-tard, lève-tôt, couche-tôt, lève-tard? Maintenant, je dirais relativement couche-tôt et relativement lève-tôt. Et pourquoi? Pour un bien-être En fait, j'ai eu pas mal de... Je me suis rendu compte à quel point le sommeil était important. Alors, non seulement à titre perso, mais aussi avec mes patients. Et en fait, maintenant, c'est je pense qu'avec le sport, le sommeil est vraiment le truc non négociable maintenant dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment les deux choses qu'on néglige quand même beaucoup, je trouve. C'est la qualité du sommeil. Ouais, monstrueux. Et notamment l'année dernière, quand j'ai réactivé mon EBV, je dormais 10 heures par nuit et j'avais vraiment besoin de ça, sinon je pense que je me serais écroulé. Et donc maintenant, voilà, il me faut à peu près mes 8 heures, c'est non négociable. Après, j'apprécie de me lever un peu plus tard le week-end, mais en fait, je me rends compte maintenant, le week-end, c'est 8h30 levé et justement, j'enfile mes chaussures et je pars courir. C'est ton premier réflexe. Tu manges pas, tu vas directement courir. Ouais. Ok. Ok. Alors si je suis un peu de fractionné quand même, je me charge un peu en glucides, mais quand même. Mais sinon ouais, j'aime bien ouais. Et j'aime bien justement capter ces premières lueurs du jour. Tu sais, t'as l'impression que entre guillemets la ville t'appartient. Tu sais, tu vas dans les rues, il y a peu de monde, etc. Oui, puis c'est un peu de la luminothérapie aussi. On sait l'importance de s'exposer à la lumière du matin. Chez nous, c'est un peu compliqué, mais parfois autant que faire se peut. Julien, ne soyons pas défaitistes, s'il te plaît. Mais ouais, non, franchement, j'aime beaucoup et c'est vraiment le moment privilégié où pareil, je vois les gens qui partent travailler. Moi, j'ai cette chance de pouvoir commencer plus tard. Et je me dis, je me sens vraiment privilégié en fait d'avoir ce temps pour moi tous les jours. Tu as parlé de BV. Alors du coup, moi, c'est la transition pour pouvoir te poser des questions que je voulais te poser. Et notamment, quelles sont tes grandes passions dans la médecine fonctionnelle? Quels sont tes axes de travail, de recherche aussi? Parce que voilà, quand tu rencontres un patient avec plein de symptômes, il y a bien un point de départ dans ta réflexion. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je pense vraiment que mon premier amour en santé fonctionnelle, ça a été l'hormonologie, les hormones. C'est marrant parce que c'est vraiment la discipline que je détestais quand j'étais étudiant. Franchement, l'endocrino, j'ai l'impression de rien comprendre. Je sais pas, pour mon cerveau à l'époque, c'était compliqué, les rétrocontrôles, j'avais du mal à comprendre ça, alors que maintenant, c'est la chose qui me passionne, donc c'est assez marrant. Et peut-être aussi, encore une fois, c'est à titre perso, je pense que c'était 2020, je me suis auto-diagnostiqué une hypothyroïdie et en fait je me suis rendu compte à quel point c'était un énorme frein à main dans une vie. Ça met vraiment tous tes organes au ralenti. Et en fait le fait de me traiter et de redécouvrir mon état finalement d'avant, parce qu'en fait sans t'en rendre compte, tu commences à t'habituer à des symptômes d'hypothyroïdie et en fait tu te rends compte ça te freine, et quand tu enlèves ce frein à main en fait tu te dis mais waouh, en fait tu retrouves ton entrain d'avant. Et donc, je pense que c'est ce côté aussi perso qui a fait que, en fait, je me suis rendu compte que les hormones, quand même, ça te permet de débloquer une situation chez un patient. Ça peut être hypothyroïdie, manque de testostérone, je sais pas, carence en DHEA. Ça peut être, par exemple, la femme ménopausée à qui tu as donné un traitement de la ménopause, ça va lui changer la vie. Et en fait, je trouve que tu arrives quand même rapidement à donner un confort de vie à tes patients. En travaillant sur l'hormone, en travaillant autour des hormones, alors pas forcément en utilisant les hormones bioidentiques, mais en tout cas en travaillant sur les cofacteurs, peu importe la stratégie, mais quand même quand tes hormones fonctionnent mieux, les gens quand même vont beaucoup mieux et t'as pas forcément besoin d'attendre des mois et des mois. Donc c'est quand même première chose moi que je vais vérifier, notamment via mes questionnaires. Et après je dirais que les deux autres choses auxquelles je m'intéresse, l'intestin, qui évidemment est central dans tout, et le lien facile, c'est l'intestin avec l'immunité. Puisque immunité, 70-80% dans l'intestin. Et donc, je pense que c'est vraiment le trio, mon trio de consultes. Évidemment, en plus du mode de vie, ça, c'est la base de la base, évidemment. Je vérifie le mode de vie avec le patient dès le premier rendez-vous. Ouais, et t'as dit quelque chose qui était hyper intéressant. Tu t'es auto-diagnostiqué. Pourquoi tu t'es auto-diagnostiqué?
Comment ça? C'est-à-dire, est-ce que tu n'avais pas confiance en la médecine qui t'entourait? Est-ce que tu n'as pas voulu faire appel à des médecins, tu vois, je sais pas dans quelle situation tu étais. Est-ce que tu étais limité par cette médecine allopathique ou conventionnelle et donc du coup est-ce que tu as dû toi-même prendre ton courage, on va dire, d'aller chercher ailleurs? Enfin, explique-nous un peu. En fait, là pour l'exemple de la thyroïde, recommandation en France, si tu as une TSH en dessous de 10 et que tu n'as pas d'anticorps, grosso modo on fait rien. Et les recommandations pour la TSH avec anticorps, TSH au-dessus de 4 et anticorps, éventuellement tu peux traiter. Donc tu fais ta TSH qui est normale. Moi c'est ce que j'ai appris à la fac. Donc tu te dis ma thyroïde va bien. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé le DU MAPS, on a un cours sur la thyroïde. Et en fait, en étant au cours, je me dis, il y a quand même pas mal de symptômes qui correspondent. Et en fait, vraiment, le matin, je me levais, c'est comme si j'avais pas dormi, frilosité de fou, cerveau au ralenti. Je me souviens quand j'ai révisé mes cours pour le MAPS, c'était terrible. Franchement, je devais lire 10 fois ma page alors que j'ai eu une excellente mémoire toute ma vie. Et en fait, c'est ça que je me dis, je me suis auto-diagnostiqué. Et c'est ce qui est assez bluffant, c'est que je me dis, en tant que médecin, je n'avais pas été capable de m'auto-diagnostiquer et jamais j'aurais pensé que j'étais en hypothyroïdie. Donc, si j'avais pas fait ce DU, je sais pas. Bon, après, j'aurais peut-être découvert au bout d'un moment, hein, mais. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de te dire, en fait, c'est l'information, c'est la sensibilisation qui m'a amené à comprendre ce que je pouvais vivre au quotidien. Et il y a quelque chose qui, je trouve, hyper intéressant et qui doit te faire un petit peu défaut dans ta pratique, c'est la capacité qu'ont les gens à peut-être taire leurs symptômes parce que c'est des symptômes qui sont habituels. Bien sûr. Et donc en fait, en réalité, comment est-ce qu'on peut définir ce qui est anormal, ou anormal sur base de ce que les gens ont l'habitude de ressentir, tu vois? Comment est-ce que tu arrives à discerner justement dans ta pratique et à retrouver, à rechercher des symptômes que les gens ont mis sous silence parce que c'était habituel? Moi déjà ce que je fais c'est que je leur donne toujours un questionnaire à remplir avant de me voir, donc comme ça au moins ils sont à la maison, ils ont le temps de réfléchir et donc il y en a qui répondent spontanément et qui remplissent tous les symptômes, tous les signes de carence de telle ou telle hormone, etc., ou de tel ou tel problème digestif. Après, quand vraiment certains patients, moi je vois des patients qui me disent je viens pour une fatigue chronique mais qui me répondent qui me cochent quasiment aucune case dans les symptômes d'hypothyroïdie, je leur dis vous êtes vraiment sûr, est-ce que vous vous écoutez, etc. Et c'est là où c'est tout le rôle du médecin, et notamment c'est là où en fait c'est génial d'avoir fait autant d'études, d'avoir passé autant de temps à l'hôpital à questionner autant les patients, c'est qu'en fait justement tu apprends à faire le diagnostic, la sémiologie je veux dire, c'est vraiment la matière que j'adorais justement parce que tu apprends à questionner les gens, et c'est là où tu as tout le rôle du médecin à savoir orienter, parce que tu sais que tu as beaucoup de patients en fait qui se rendent pas compte, et moi il y a plein de gens qui me disent je m'en étais pas rendu compte à quel point j'avais autant de symptômes en répondant à votre questionnaire, et ça il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'en fait t'es tellement habitué. Même moi, tu vois, j'étais habitué, je me suis dit, le matin, je mets 1 heure pour me mettre en route, c'est normal. Parce que je travaille beaucoup, je suis stressé. Enfin, tu sais, tu trouves toujours des explications. Et en fait, tu passes ça sous silence. Et malheureusement, t'as des gens, s'ils vont pas aller s'informer, s'ils font pas des rencontres dans leur vie, en fait, ils vont passer ça sous silence une majeure partie de leur vie. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, tu vois, tu parles d'un questionnaire. Comment est-ce que, parce qu'il y a une question qui est souvent posée avec une espèce de réponse systématique de la plupart des gens, c'est est-ce que vous mangez bien? Oui, je mange bien. Mais comment est-ce que toi, tu fais pour pouvoir identifier le contenu de l'alimentation de ton patient? Alors, j'ai une grille assez simple, recto verso. Le patient dit j'en mange jamais, peu, régulièrement, presque tous les jours. Et moi, ce que j'aime bien, c'est leur demander de prendre une photo de leurs assiettes. Alors, il y en a beaucoup qui oublient, mais quand j'ai la photo des assiettes, je trouve ça hyper parlant, parce que déjà, tu vois le contenu de l'assiette et surtout, tu vois la répartition de l'assiette. Donc, par exemple, quand tu demandes aux gens, est-ce que vous mangez des féculents? Oui, j'en mange un peu. Et en fait, tu vois l'assiette où il y a 3/4 de pâtes et t'as un peu de légumes et finalement t'as pas de protéines, au moins déjà t'as tout de suite la réponse. Tu sais que ton patient, tu vas lui ajouter des protéines, souvent t'as pas de graisse dedans, et finalement t'es une assiette remplie de féculents, quoi. Ouais, donc charge glycémique hyper élevée, donc l'histoire du sucre ou pas sucre, en fait ça n'a plus de c'est ça de donc sens, moi je trouve que les photos c'est quand même ce qu'il y a de plus parlant, mais là faut que les patients n'oublient pas. Mais on va dire que c'est l'outil le plus simple à réaliser. Moi je trouve que c'est le plus simple. Ouais, c'est clair. Clairement. Et c'est drôle, je pense que tu as fait une thèse sur ce sujet, non? Oui, c'est vrai. Et bien, t'es renseigné. Ouais.
J'avais fait ma thèse en effet en gériatrie avec le chef de service de gériatrie du CHU de Lille. Et donc en effet, comme quoi c'était peut-être prémonitoire, mais j'avais étudié le contenu du réfrigérateur des personnes âgées vivant à domicile. Et notamment, j'avais regardé est-ce qu'il y a un lien entre le contenu du réfrigérateur et notamment leur autonomie. J'avais fait aussi avec les médicaments qu'ils prenaient, etc. Alors le petit biais dans l'étude, c'est qu'en fait le comité d'éthique m'avait imposé de prévenir le patient avant, et donc il y avait quand même ce biais quand même majeur de se dire que le patient avait potentiellement rempli son frigo avec l'aide de sa famille ou même seul. Mais c'est vrai que c'était quand même assez intéressant, et de toute façon sans surprise, hein, tu voyais bien que la personne qui était autonome et qui pouvait encore faire ses courses, elle avait un frigo mieux constitué que celle qui faisait pas forcément ses courses elle-même. Ouais. Donc ça franchement c'était intéressant. Donc il y avait quand même déjà cette fibre médecine oui. environnementale et surtout humaine quelque part peut-être. Et ce qui était drôle, c'est que c'est pas moi qui choisis le sujet. C'était en fait c'était ma directrice de thèse, je pense, et le président de thèse, donc le chef de service, qui avait eu l'idée. En fait, je me dis mais c'est super intéressant. C'est une bonne idée. Ils avaient peut-être déjà. Alors c'est une question qui me vient là comme ça, mais tu vois, tu nous as parlé vite fait de tes études de manière assez, on va dire, large, abstraite, mais est-ce que tu as été sensibilisé ou influencé durant tes études vers aller vers cette médecine fonctionnelle par des gens? Par des gens. Par des professeurs qui avaient peut-être déjà cette envie de pousser les étudiants un petit peu plus loin, ou c'est pas du tout ce que tu as pu rencontrer? Franchement, je pense pas. Après, je trouve quand même qu'en gériatrie, justement, il y a quand même un peu cette démarche, tu vois, chercher à comprendre comment vit ton patient. Parce que moi, j'étais en soins de suite et réadaptation. Donc, c'est des patients qui pouvaient rester jusqu'à... malheureusement, certains sont restés pendant tout mon semestre. Mais en fait, tu voulais savoir comment ils étaient à domicile et est-ce qu'ils étaient capables de vivre dans leur domicile. Et finalement, la démarche qu'on fait en santé fonctionnelle, je dis pas que c'est exactement pareil, c'est pas transposable, mais c'est quand même un peu l'esprit, comment il vit ton patient. Et donc nous, c'était est-ce que le patient il vit au rez-de-chaussée, est-ce qu'il vit à l'étage, est-ce qu'il sait faire à manger lui-même, etc. Et finalement, c'est quand même un peu, je trouve, la démarche de base en santé fonctionnelle où tu fais savoir dans quel environnement vit ton patient. Donc, probablement que ça a dû quand même jouer dans tout ce truc. Et surtout, pareil, en gériatrie, on était vraiment dans chercher à comprendre quand même le mécanisme. On était très... on faisait systématiquement une révision des médicaments du patient, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction. Est-ce que le médicament était réellement utile? Et finalement, on essayait quand même de chercher à comprendre quelle était la cause profonde des déséquilibres du patient. On bossait en équipe en plus, on avait des ergots, etc. Donc il y avait quand même un peu ce côté, je trouve, finalement, quand tu réfléchis, un peu ce côté... fonctionnel, un peu intégratif. Par contre, sur les autres stages, je veux dire, tu passes aux urgences, pas du tout. Ok. Et durant cette thèse, où tu as donc pu observer les réfrigérateurs de beaucoup de patients, je ne sais pas combien, mais ça a dû être assez... En tout, on a fait 100 patients quand même. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, c'était pas mal. Et donc du coup, est-ce que t'es tombé sur des choses... Moi, j'en ai fait 50, on a fait 50 et 50, on était deux, et 50-50. Et t'es tombé sur des choses assez cocasses ou classico-classiques, je veux dire, rien de bien particulier? Cocasse, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais... T'es pas tombé sur des mains amputées ou sur... Non. Non, j'ai pas eu de choses comme ça. Non, par contre, le truc, c'est par exemple, tu vois que le lobbying de l'industrie laitière et des produits laitiers est vraiment bien fait. Bien parce installé. que tous les frigos sont bourrés de yaourt. Ah ouais. Ouais, systématiquement. Je pense que c'est le produit qui revenait le plus. Ah, c'est intéressant, ça. Yaourt. Parce que yaourt pour le calcium, yaourt pour les os, enfin, c'est vraiment ce truc. Et ce truc qui est ancré dans la tête, tu dis tu as besoin de calcium, donc tu prends des produits laitiers. C'est vrai que c'est inscrit dans... Puis tu sais, c'est le truc facile en fait. En gériatrie, les gens commencent à avoir du mal à mastiquer. Donc en fait, tu vois aussi qu'il y a ça. Et en fait, je trouve que ce qui m'a frappé, c'est que tu as peu de produits bruts. Beaucoup de produits... pas forcément ultra transformés, mais après c'est pareil, t'as moins de difficultés de préhension, etc. Donc faut aller au plus simple, et donc t'as beaucoup de choses déjà préparées. Et en fait, les personnes les plus autonomes sont celles qui avaient le plus de produits bruts, parce qu'elles étaient encore capables de découper les légumes, etc. Ouais, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. C'est tes capacités fonctionnelles conditionnent ce que tu es capable de manger au final. C'est vrai que ne serait-ce que la situation financière aussi de la personne va influer grandement sur ce qui va
manger, c'est clair que tout ça est intéressant à définir parce que en tant que médecin, j'imagine que quand tu mets en place une stratégie thérapeutique, si tu lui mets des aliments, que des aliments bio, locaux, avec des aliments nobles, c'est vrai que s'il n'a pas l'argent, c'est pas praticable pour lui. Donc c'est vrai que tu dois pouvoir t'adapter à ta patientèle. Et ce qu'on voyait aussi, c'est qu'en milieu rural, les gens justement avaient plus facilement accès à des produits locaux, etc., sans forcément que ce soit bio, mais les gens avaient plus facilement accès par des voisins qui leur ramenaient des fruits, des légumes, etc. Et puis les potagers des gens. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça aussi, c'était la différence. Donc c'est que c'était... moi, j'ai beaucoup aimé cette thèse. Donc, ça a pris beaucoup de temps, déplacements, etc. Mais j'ai beaucoup aimé. Ok, et t'as passé longtemps c'était en gériatrie, c'est ça? Gériatrie, ouais, je fais 6 mois. Ok, et t'as eu des anecdotes assez drôles ou marquantes durant cette thèse? Des choses marquantes, pendant la thèse ou pendant le stage? Pour le stage, la thèse La thèse, non, pas spécialement, mais le stage, en fait, ce qui était un peu dur, c'est que ça te confronte quand même à ton vieillissement aussi, et notamment à la démence. Okay. Et je me souviens, on avait une chambre avec deux patients déments. Et en fait, c'était juste ingérable, en fait, parce que les deux patients, en fait, essayaient de communiquer entre eux, mais se comprenaient pas. Et franchement, c'était hyper compliqué. Et vraiment, c'est le truc aussi qui m'a marqué, c'est ça, c'est de te dire, en fait, je pourrais être un jour confronté, moi, personnellement, à une démence. Et en fait, je pense aussi que là, ça te fait cheminer en te disant, en fait, je vais peut-être faire le maximum pour préserver ma santé, parce qu'en fait... Et surtout, en fait, moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est être confronté aux familles. Et beaucoup de familles sont démunies, justement, parce qu'elles savent pas quoi faire. Elles perdent finalement leurs proches. Physiquement, ils sont là, mais c'est plus la même personne. Et ça, c'est difficile. On a beaucoup travaillé avec l'assistante sociale. Et ça, c'est vrai que il y a eu des moments assez douloureux. Tu vois, la famille, ils sont démunis et ils ont l'impression d'avoir perdu leurs proches, quoi. Et dans ce cadre, notamment de gériatrie, est-ce que tu as déjà dû annoncer le décès d'un patient à la famille ou... Alors en gériatrie, pas trop, parce qu'ils allaient globalement bien, mais par contre, moi, je suis passé le truc le plus marquant, je passais aussi en cancérologie en dernier semestre, et j'étais en plus en service de tumeurs rares, les sarcomes. Donc tu as très peu de diagnostics de sarcome par an. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu un chef, qui est donc chef de service, qui était brillantissime. S'il écoute d'ailleurs, je le remercie, parce que non seulement c'est quelqu'un de brillant, et surtout c'est quelqu'un de très humain. Okay. Et en fait, il était capable de s'asseoir au bord du lit du patient, lui annoncer le diagnostic, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé justement dans ce côté humain, parce qu'en fait, t'as beau avoir toutes les connaissances de la terre, en fait, si tu sais pas t'adresser à ton patient, mais en fait, tu peux pas, pour moi, être un bon médecin. Et aussi parfois, faut un peu se remettre un peu justement au niveau du patient. Et ce truc justement de voir le médecin qui s'assied au bord du lit du patient, et bien en fait, ça t'humanise, et t'es plus là, le médecin, tu sais, qui est au-dessus, qui est debout. Au-dessus du lit. Donc il avait l'approche déjà de se mettre au plus proche, à égale distance quelque part, ou ne pas avoir ce côté un petit peu comment dirais-je moi, intimidant vis-à-vis d'un patient, vis-à-vis de son diagnostic. Parce que ça aussi on l'a connu, t'es au pied, t'es à 10 autour du lit du patient qui est hyper intimidé. Et donc moi ça m'a énormément aidé, et j'ai vu des situations, ça a été un semestre difficile, je me souviens, c'est la seule fois où j'ai pleuré à l'hôpital. J'ai vu un patient il avait 35 ans, 3 enfants, une tumeur rare, il y avait une tumeur déformante dans le dos, c'était horrible. Et en fait, une fois, je l'ai surpris, je devais lui rapporter un papier dans sa chambre, et en fait, c'était toujours le mec assez jovial, qui essayait de garder la face. Et en fait, je suis rentré dans sa chambre, en fait, je l'ai surpris en train de pleurer. Et en fait, ça a été... bouleversant pour moi, même encore maintenant c'est un peu dur d'en parler, et en fait en fait tu te rends compte que c'est de la médecine, mais en fait on est juste des êtres humains, et en fait on essaye de faire au mieux pour eux, quoi. C'est clair, et je crois que ça doit encore plus t'impacter, ne serait-ce que dans ta prise en charge personnelle aussi, de dire j'ai envie de bien vieillir quelque part, j'ai envie de pouvoir être protégé entre guillemets de
ce type de, même si parfois c'est pas toujours là, évitable. De toute façon, malheureusement, les sarcomes, voilà, t'as souvent malheureusement aucun facteur de risque et ça te tombe dessus. Mais en fait, moi, je suis toujours, quand je me lève le matin, j'essaye toujours, d'avoir de la gratitude, d'avoir la vie que j'estime là maintenant, que j'ai choisie. Je suis épanoui dans ma vie et en fait, régulièrement, par exemple, ce patient, je pense à lui dans certains moments en me disant, en fait, j'essaye de chérir la vie et de me dire qu'en fait, faut la vivre à fond, quoi. C'est clair. On va revenir à ta pratique et à ce qui te passionne le plus, parce que je trouve que je sais que tu as une passion pour l'immunité et les infections froides. Est-ce que tu peux me dire ou expliquer à la communauté Ozone 2000 ce qu'est une infection froide ? Alors, infection froide, comme je dis, j'essaye encore une fois d'expliquer simplement. Infection froide, donc ça peut être déjà plusieurs catégories de microbes. On peut être sur un virus, on peut être une bactérie, on peut être sur un parasite. Mais en fait, c'est quelque chose qui va être un peu tapis dans l'ombre, qu'on va pas forcément voir, en tout cas pas sur des examens, on va dire, standards, et qui en fait vont complètement bouleverser notre corps humain. Et donc, c'est des infections qui vont bouleverser notre immunité, bouleverser notre digestion, bouleverser nos hormones. Et en fait, en général, c'est des infections qu'on a rencontrées naturellement dans notre vie. Donc, par exemple, la mononucléose, on le sait tous, maladie du baiser. En général, quand on est ado ou quand on est enfant. Et ensuite, on s'immunise vis-à-vis de ce virus. Et ce virus, ensuite, s'endort, entre guillemets. Et en fait, il peut se réactiver à l'occasion d'un stress, donc stress physique, psychique, comme on veut. Et en fait, finalement, c'est plus réellement une infection froide. Donc en fait, on dit infection froide, mais en fait, si on est capable de l'écouter et de l'entendre, elle n'est pas si froide que ça. Donc c'est ce que je dis aux gens, on dit infection froide, mais ça ne l'est pas réellement. Mais par contre, c'est sûr que c'est un peu challengeant, justement, à diagnostiquer, parce que justement, tu ne les vois pas forcément sur des examens standards. Et donc c'est là, justement, tout l'enjeu de savoir questionner ton patient et d'avoir aussi parfois un peu ce feeling, en quelque sorte. Tu vois, moi, c'est une question qui est vraiment importante, je trouve. Par exemple, typiquement le BV ou d'autres virus, comme le CMV. Est-ce que tu considères, même si je connais déjà la réponse, qu'en médecine classique, c'est sous-diagnostiqué et que c'est même dans la tête des gens, même des patients, je vais te le dire, c'est ce côté où en fait tu l'attrapes une fois et puis c'est terminé, quoi. Oui. Et est-ce que tu le rencontres souvent auprès de tes collègues Tout le temps. Oui, c'est même plus qu'obscur. Je me souviens, il y a une fois, j'avais appelé le biologiste parce que justement, je voulais, par exemple, les immunoglobulines G, A pour le BV, donc les early antigènes. Et donc, j'appelle le biologiste, je sais plus pour quelle raison, mais je l'ai au téléphone. Et il m'a dit, non, ne le fais pas, ça sert à rien. J'ai dit, c'est étrange. Je dis, parce que pourtant, il y a des publications qui montrent que les early antigènes s'élèvent en cas de réactivation virale. Non, ça sert à rien. Bon, de toute façon, ça se réactive quasiment jamais. Et si vous voulez, on vous fait une PCR, etc. Je dis, mais c'est pas ça que je veux, en fait. J'ai dit, je sais que l'examen existe dans la nomenclature. Et finalement, la discussion, c'était, de toute façon, on ne le fera pas. Ok. Voilà. Fin de la discussion. Oui, j'y crois pas. J'ai dit, écoutez, dans ce cas-là, je demanderai un autre laboratoire. Et c'est pas grave. Mais oui, ça, c'est hyper fréquent. Ouais. Et en fait, ces réactivations BV qui arrivent, elles peuvent se manifester par plein de symptômes, tous les plus différents les uns des autres. Est-ce que tu peux quand même en citer quelques-uns ? Numéro 1, évidemment, fatigue chronique. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, bien sûr. Oui. Fatigue chronique, en général, trouble immunitaire, c'est-à-dire que les patients, par exemple, vont plus facilement réactiver des boutons d'herpès. Ils vont te dire, je me suis mis à faire des boutons d'herpès. Ils vont avoir une immunité affaiblie, donc ils vont être très souvent malades. Moi, je vais surtout les chercher aussi chez les gens qui ont des pathologies auto-immunes connues ou alors à qui tu fais un diagnostic. Je dirais que c'est déjà pas mal. Après, évidemment, tu peux avoir des troubles digestifs, mais beaucoup plus spécifique, je trouve. Mais je pense que déjà, si tu t'arrives un peu à flairer ça, c'est déjà un bon début. Oui, parce que tu as parlé d'un élément important. L'intestin, c'est 70 à 80% de l'immunité. Et donc, clairement, quand tu as un EBV qui se réactive, il y a quelque chose qui se passe au niveau digestif. Parce que tu as parlé, on a parlé de la thyroïde. C'est vrai que l'EBV peut avoir un impact sur le fonctionnement thyroïdien. Hashimoto et thyroïde, et EBV d'ailleurs, c'est en général le virus que tu vas retrouver le plus souvent dans la Hashimoto. Moi, je le retrouve. Alors, je sais plus exactement les chiffres. Je pense qu'on était dans les 50%, je pense, de réactivation EBV chez la Hashimoto. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, moi, sur le panel de patients que j'ai, on est à peu près dans ces chiffres-là. Ouais. Et donc, en fait, est-ce que dans ce traitement, on va dire dans cet accompagnement de la personne qui réactive un EBV, est-ce que la première chose que tu vas traiter, du coup, est-ce que c'est l'intestin ? Oui, clairement, je vais aller traiter l'intestin.
Bon, évidemment, encore une fois, pour moi, alors dans une infection froide, mais comme dans une maladie auto-immune, comme je dis toujours à mes patients, pour moi, le médicament numéro 1, ça reste quand même le mode de vie du patient. Moi, je vois les patients avec qui on a du mal, avec qui un peu on se casse les dents, justement, c'est les gens aussi dont le mode de vie n'arrive pas à être propice justement à une rémission. Et donc ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'insiste. Moi, je leur dis le médicament numéro 1 dans une infection froide et dans une maladie auto-immune, c'est le mode de vie. Mais après, c'est sûr que je vais tout de suite aller voir l'immunité, et notamment, par exemple, l'examen que j'adore, moi, c'est les IgA sécrétoires. Si tu n'as pas d'IgA sécrétoire devant tes barrières, tes frontières, comment tu veux faire aussi pour te défendre? Donc, bien sûr, moi, je vais voir l'intestin, mais finalement, intestin, immunité, c'est intimement lié, de toute façon. Et tu as parlé d'un élément qui est hyper intéressant. Tu sais que moi, j'aime ce thème de l'EBV, de l'infection froide, notamment sur l'immunité et tout ce que tu pourras avoir comme symptômes. Et tu as parlé d'un élément, c'est l'environnement, et notamment l'environnement familial, professionnel, amical, puisque les relations conflictuelles dans tous les domaines amènent à un cortisol élevé. Et est-ce que tu peux m'expliquer, ou du moins un cortisol élevé chronique, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un problème sur l'immunité, et l'EBV notamment? En fait, le lien, alors c'est sûr que c'est un peu on va dire... pas forcément reconnu par tout le monde, hein. C'est que le cortisol, il y a eu récemment un peu des débats, etc. Mais en fait, surtout, moi, au-delà de dire cortisol élevé, en fait, on fait que le stress chronique va impacter ton axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et évidemment, on sait que les surrénales fabriquent le cortisol. Mais après, il y a d'autres hormones pour l'immunité. Par exemple, on ne parle pas beaucoup de la DHEA, mais par exemple, la DHEA est aussi très importante pour ton immunité. Donc, DHEA, cortisol, et bien en fait, c'est des hormones quand même qui vont moduler ton immunité. Et donc, si tu as une pathologie de ton axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, tu auras une immunité diminuée. Donc, tu es obligé de prendre en charge ton axe. Et en général, il faut que tu prennes en charge ton stress, quoi. C'est ça. Donc, en fait, quelque part, le cortisol, on va dire, dérégulé, un petit peu le premier dépréciateur immunitaire, notamment sur l'impact hypophyso-hypothalamo-surrénalien. Mais est-ce que, du coup, moi, il y a quand même une grosse partie de la population bien spécifique qui est quand même concernée par cette situation, au-delà des conflits professionnels ou autres, c'est le sportif. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner des cas particuliers de sportifs qui ont pu être impactés justement par cette EBV réactivée, parce qu'on pense souvent aux dysbioses, aux hyperperméabilités intestinales chez le sportif, mais un sportif qui s'entraîne tous les jours pendant des mois, c'est un stress immunitaire, c'est un stress hormonal, et donc du coup on n'y pense pas souvent à l'EBV. Mais on commence quand même un peu à en parler, parce que par exemple il y a pas longtemps il y a eu un podcast sur justement un ultra-trailer qui atteint d'une maladie de Lyme, et qui l'a grandement impacté dans sa vie de sportif professionnel. Donc je trouve quand même que ça commence un petit peu à faire son chemin. Mais donc par exemple l'ultra trailer, je trouve que c'est l'exemple parfait. T'es sur des volumes monstrueux d'entraînement et des volumes monstrueux évidemment de courses sportives. Et donc là, tu vas avoir un ratio catabolique qui va se mettre en place. T'as ton cortisol qui va grimper en flèche, parce que qu'on le veuille ou non, comme je dis à mes patients sportifs, que vous le voulez ou non, c'est un stress intense pour votre corps. Alors vous, ça peut vous faire plaisir au niveau cérébral, les récepteurs aux endorphines, mais pour votre corps, c'est quand même un stress majeur. Ça induit énormément d'inflammation, d'oxydation, etc. Et en fait, non seulement tu as ton cortisol qui va monter, et en parallèle de ça, tu as ta testostérone qui va baisser. Et donc ça, évidemment, c'est problématique. Et tu as beau être entraîné, c'est la répétition de ça au long cours qui va complètement déréguler ça. Et même si t'es entraîné, et même si t'es bien suivi, et même si t'es supplémenté. Alors évidemment, si t'es suivi sur le plan fonctionnel, c'est mieux. Mais bon, ce processus sera toujours là. Et pourquoi est-ce que c'est justement hyper intéressant de contrôler de manière plus systématique cette dynamique EBV, puisque c'est quand même associé aujourd'hui de plus en plus à des cancers, des maladies auto-immunes. On parle quand même de 90% de la population qui est infectée par ce virus. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que c'est assez surveillé sur le terrain? Non, pas du tout, parce qu'en fait, alors éventuellement, nous en médecine à la fac, moi j'ai appris bilan de fatigue chronique, tu fais une sérologie EBV, mais en fait, qu'est-ce que t'en fais? Tu dis juste au patient, vous avez rencontré l'EBV, ok, et donc, on en fait quoi? Donc finalement, on fait une sérologie, puis on n'en fait pas grand-chose. Tu sais, on fait des sérologies, toxo, EBV, et finalement, il se passait jamais grand-chose.
Et non, moi je pense que c'est vraiment sous-diagnostiqué. C'est vraiment une notion qu'on n'apprend pas, nous. Les réactivations virales, c'est pas du tout C'est le néant, dans quoi. notre cursus. Ouais. Zéro. Ouais. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises comme biomarqueur justement pour pouvoir déceler une réactivation EBV par exemple? Alors, si tu as de la chance, tu peux avoir des IgM qui peuvent s'élever. Produit d'ici, t'as de la chance. Pas parce qu'ils sont pas toujours augmentés. Donc, Ah oui, si ok. tu tombes sur les IgM augmentés, bon, bah, D'accord. t'as de la chance. Mhm. En sachant qu'il faut toujours aussi distinguer la primo-infection de la réactivation. Mhm. Mais donc, tes IgM peuvent remonter dans la réactivation. Moi, j'aime bien donc les IgG-EA, les early antigènes. Mais c'est pareil, ils peuvent être négatifs. Après, tu as un examen que moi j'aime beaucoup, c'est le typage lymphocytaire, où vraiment tu as l'analyse détaillée de ton système immunitaire, les différentes voies, TH1, TH2, TH17, les Treg, etc., les T4, les T8, activés ou pas, cytotoxiques, non cytotoxiques, ça c'est hyper intéressant. En général, tu peux faire le diagnostic avec ce test, et après tu peux aussi aller encore plus loin et utiliser d'autres technologies qui ne sont pas forcément disponibles en France. Tu as le test ELISpot qui peut se faire dans d'autres pays, et qui, eux, peuvent te donner une plus grande sensibilité vis-à-vis de la détection de l'EBV. Ok. Bon, c'est jamais du 100%, de toute façon. Comme je dis toujours à mes patients, c'est un faisceau d'arguments. Un examen biologique n'est jamais parfait. Alors, il y en a qui sont plus pointus que d'autres, mais en général, de toute façon, comme je dis toujours aux gens, il faut revenir à l'essence même de la médecine, à savoir les plaintes d'un patient. Et donc moi je vais jamais aller faire une sérologie EBV. J'ai un patient qui a aucun signe de fatigue chronique, enfin je vois pas trop l'intérêt, sauf éventuellement si mon patient a une maladie auto-immune connue, éventuellement pourquoi pas faire quand même le screening au moins des virus qu'il a rencontrés, parce que je me dis que si un jour il vient avec un état de fatigue, et bien au moins j'aurais déjà la sérologie et je saurais déjà quel est son passé, on va dire, immunitaire. Ouais, parce que c'est intéressant d'avoir la cinétique du il y a un Exactement. an et aujourd'hui, et Exactement. voir s'il y a eu un changement entre justement IgG, IgM. Et donc du coup, ma question est, est-ce que tu sais faire est-ce que tu peux expliquer, j'imagine bien que tu sais faire la différence, mais est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent la différence entre IgG et IgM et l'intérêt des EA, justement? Ouais. Donc les IgG, ça va être le contact ancien avec, de manière globale, une sérologie. Les IgG, c'est le contact ancien avec un virus ou une bactérie. Les IgM, ça va être le contact récent. Donc normalement, si tu as des IgM positifs, des IgG négatifs, tu es ce qu'on appelle en primo-infection. Oui, parce que la cinétique est différente. Voilà, exactement. Les IgM montent en premier, ensuite ils s'estompent pour laisser place aux IgA qui, eux, vont donc conférer l'immunité au patient. Et si tu fais une sérologie, que tu as des IgM négatifs et que tes IgG sont positifs, ça veut dire que tu es immunisé vis-à-vis du virus. Mais comme je dis aux patients, immunisé ne veut pas dire protégé à vie. Je dis attention, c'est ça la nuance. Parce que tu vois, c'est un peu, je trouve, parfois, ça peut porter à confusion. Quand tu dis aux patients que vous êtes immunisé, on a l'impression un peu, tu sais, dans l'esprit collectif, qu'en fait, t'es protégé à vie. Bah, malheureusement, non. Et donc, quand tu connais la sérologie de ton patient et qu'imaginons, tu l'as refait 6 mois plus tard et tu vois que les IgM montent et que ton patient présente des symptômes de réactivation virale, là, tu te dis probablement que ton EBV est en train de s'activer. Et pour les IgG-EA, c'est la même chose. Quand tu vois tes IgG-EA qui montent, ça signe ta réactivation. Mais j'ai déjà eu des réactivations avec des EA négatifs. Okay. Et là, donc, j'ai typage lymphocytaire qui me permet de trancher, ou ELISpot, etc. Oui, donc dans ce cas de réactivation EBV, on va dire non... qui ne flash pas sur une biologie. Est-ce que tu as justement des cas qui reviennent justement sur des réactivations ou des activations virales qu'on appelle des co-infections, qui reviennent assez souvent, qui donnent justement ces symptômes liés à l'EBV? Tu sais nous en témoigner? Alors, donc moi j'ai déjà eu des patients par exemple qui réactivaient EBV SMV, ça arrive. Okay. J'ai déjà même une patiente EBV CMV Lyme. Ah ouais, super. C'est tout à fait possible. Bon là, la triade. Ouais, la triade. Mais c'était son EBV qui était sur le premier plan. Et après, moi qui m'intéresse beaucoup aux parasites, je sais que t'aimes beaucoup aussi ce thème. Tu trouves quasiment tout le temps des parasites. Ah oui. Et notamment sur les typages lymphocytaires, par exemple, tu vas voir ta voie TH2 parfois qui est grandement perturbée, et ça peut être la voie des parasites. Les parasites, il faut quand même prendre conscience que pour l'immunité, c'est quand même un truc énorme. Je veux dire, un parasite, ça peut se voir à l'œil nu par rapport à un virus que tu ne verras jamais à l'œil nu. Donc, tu te doutes bien qu'un parasite peut énormément perturber ton immunité. Et donc, tu trouves quand même très souvent des parasites. Alors, ce qui est pas forcément facile, c'est que les parasites, c'est pas facile à diagnostiquer. Ils sont peut-être gros, mais on les voit pas toujours. La méthode un peu qu'on utilise beaucoup en France, c'est au microscope. Malheureusement, c'est clairement pas la méthode la plus fiable. Maintenant, on a de la chance, on a de plus en plus de PCR sur les parasites.
Le problème, c'est qu'en fait, le labo choisit le panel. Donc, ça te donne une réponse sur un panel précis, mais t'as pas forcément... si ton patient a voyagé, il a pu contracter un parasite dans je ne sais quel pays, et donc c'est pas testé dans ton panel. Et après, moi, j'ai la chance de faire des analyses de microbiote avec une technique qui s'appelle le shotgun métagénomique. Et donc là, ça t'offre quand même un livre ouvert sur les parasites. Et en fait, je retrouve quasiment systématiquement des parasites, soit installés ou soit en transit. Et qui sont explicables par le mode de vie de la personne ou pas vraiment? Comme je dis toujours aux patients, il n'y a pas forcément besoin de faire le tour du monde pour rencontrer des parasites. Il suffit, on connaît tous avec le poisson, l'anisakis, tu peux avoir ta viande crue ou peu cuite, pareil ton poisson cru, etc. Tes fruits et légumes mal lavés. Si tu as des animaux à la maison, animaux d'ailleurs que tu vermifuges tous les 3 mois, mais toi tu ne te vermifuges jamais. Donc en fait, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Après, c'est sûr que si ton patient il voyage, il va en Inde, évidemment, il a probablement de grandes chances d'avoir ramené des parasites. Mais tu trouves beaucoup de parasites en France métropolitaine ou en Belgique, évidemment. Donc pas besoin d'aller très loin. Tu as parlé d'une donnée d'un typage lymphocytaire, l'excès TH2, donc déséquilibre TH1 TH2. Est-ce qu'il y a des signes cliniques qui le montrent de ce déséquilibre TH1 TH2 où tu te dis, voilà, là ça me fait penser à la parasitose? J'ai pas de signe clinique pour dire j'ai une voie TH1 TH2 déséquilibrée. Par contre, le côté les parasites, bon, ça paraît un peu bête, mais trouble digestif chronique, ça peut être parasite. Évidemment, si le patient retrouve des choses suspectes dans ses selles, des anneaux, etc., voilà, t'as la réponse. Après, tout prurite inexpliqué, il faut absolument que tu penses aux parasites. Et moi, toute pathologie dermatologique, j'y pense systématiquement. On a la chance en France d'avoir professeur Imbert qui en parle énormément et qui est en train de pas mal faire bouger les choses sur les parasites. Et franchement, je le remercie parce qu'on n'en parle pas assez. Et lui a eu des cas de rémission, de psoriasis et autres, avec des traitements antiparasitaires. Donc, troubles digestifs, troubles cutanés, moi, maladie auto-immune. Pour moi, systématiquement, j'y pense parce que, comme je dis toujours, c'est vraiment des gros individus, les parasites. Donc, t'imagines dans un système immunitaire, ça brouille quand même énormément le radar immunitaire. Donc, je dirais que c'est les 3 choses. Et après, évidemment, c'est pas vraiment un signe clinique, mais retour de voyage et le patient qui va commencer à avoir des troubles immunitaires, qui va commencer à avoir des infections à répétition ou qui va déclencher les troubles digestifs, il faut y penser systématiquement. Donc, finalement, quand tu fais le résumé, en fait, tu as énormément de personnes concernées, en fait, entre le mode alimentaire, les animaux à la maison, etc. Ça concerne presque tout le monde. J'en profite pour laisser un message au Dr Imbert. Si un jour il est intéressé de venir nous rencontrer et participer à ce podcast, il est le bienvenu. Très bonne idée. Voilà. On a survolé un petit peu tout ce qui est infection froide entre guillemets. On a parlé de la thyroïde, on a parlé un petit peu moins de l'intestin. Et moi, il y a un élément que tu m'as dit tout à l'heure où tu as eu ton premier bouquin sur le sucre, donc sur tout ce qui est forcément syndrome métabolique, insulinorésistance. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il peut y avoir entre l'intestin, donc les problèmes intestinaux global, tu vas nous en parler, et justement ces syndromes métaboliques, cette insulinorésistance? Alors en fait, ce qui se passe avec l'intestin, c'est que ton intestin est censé être une barrière, on va dire semi-perméable. C'est quand même censé laisser passer les nutriments que tu apportes via l'alimentation pour que tu puisses les absorber, mais en même temps, c'est censé être étanche et hermétique, on va dire, aux éléments étrangers. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, finalement, il y a une relation à double sens. On va dire que le point central, c'est cette fameuse porosité intestinale que les Américains appellent leaky gut. Mais finalement, tu as une relation à double sens. Tu peux être insulinorésistance et déclencher un leaky gut, et à l'inverse, avoir un leaky gut et donc avoir une insulinorésistance. Et en fait, notamment, ce qui se passe, c'est que tu as notamment un fragment de bactéries gram-négatif, le LPS, qui en fait va être transporté par une protéine porteuse. Cette protéine porteuse va passer à travers les mailles de ton intestin, qui du coup est poreux, et donc va se retrouver dans l'intestin. Et ça, c'est un énorme, en gros, signal de guerre. Cytokine inflammatoire, et là, c'est parti. Tu as une inflammation via, tu peux avoir TNF-alpha, des interleukines 6, etc. Et donc là, ça y est, c'est le feu. C'est systémique. Oui, exactement, ce qu'on appelle l'endotoxémie. Et donc ça, c'est pas du tout normal. Finalement, tu as des toxines qui se baladent en quelque sorte dans ton intestin, et ça, dans ton sang, pardon. Et ça, c'est un énorme signal inflammatoire. Et en fait, le signal de l'insuline va être perturbé justement par cette inflammation. Et donc, tant que tu ne vas pas éteindre cette inflammation, tu auras une mauvaise signalisation de l'insuline.
Ok. Et donc, du coup, ça laisse penser qu'il y a des biomarqueurs, notamment sanguins, je veux dire, ciblés système CV. Est-ce que tu peux nous en citer 2 ou 3 qui peuvent montrer justement une inflammation ou une hyperperméabilité intestinale? Alors pour l'inflammation, malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas de marqueur. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis toujours un peu frustré parce qu'on a l'impression qu'on n'a toujours pas de marqueur vraiment génial de l'inflammation. Alors t'as certains labos qui, par exemple, qui te permettent de... Je sais qu'en Allemagne, il y a des labos qui te permettent de doser directement les cytokines. Donc je sais que c'est possible. Okay. TNF-alpha 1, interleukine 6, interleukine 10, etc. Donc ça c'est possible. Donc tu dis, il y a des marqueurs indirects dans ta pratique quotidienne. Bon, moi ça je fais pas, mais je sais que ça existe. Donc finalement ça c'est quand même globalement un marqueur direct. Si t'as des cytokines inflammatoires, c'est intéressant. Dans les labos avec lesquels je travaille, j'ai pas forcément ces marqueurs-là. Bon, t'as la fameuse CRP ultrasensible, mais on sait tous qu'on peut avoir une CRP ultrasensible négative et avoir un patient avec plein de bactéries inflammatoires dans son microbiote. Donc, c'est là la limite de la CRP ultrasensible. Bon, la CRP standard, j'en parle pas. Comme je dis, je suis relance, c'est vraiment pour les grosses infections, grosses inflammations. Et sinon, moi j'utilise la LBP, donc c'est la protéine porteuse du fameux lipopolysaccharide. Et en général, c'est quand même plutôt bien corrélé au degré de porosité intestinale. Donc, si tu as un marqueur élevé, tu sais que tu as une porosité intestinale. Et pour la zonuline, moi, personnellement, je ne dose pas la zonuline. Okay. Et en fait, j'avais appris dans une formation aux États-Unis qu'en fait, ce qui était fiable, c'était les anticorps anti-zonuline. Okay. Mais ça, on n'y a pas accès. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé un labo en Europe qui le fait. Nous, on a soit la zonuline sanguine, qui est pas fiable. T'as la zonuline fécale, mais qui a priori non plus n'était pas forcément très fiable. Et donc, le médecin qui fait la formation expliquait que lui, il avait fait une étude et avait comparé la zonuline et les anticorps anti-zonuline. Et en fait, les anticorps anti-zonuline sont mieux corrélés à ta porosité intestinale. Mais après, j'imagine que c'est un marqueur qui sera pour le moment amené à arriver en Europe, de toute façon. Moi, je trouve qu'il y a aussi un marqueur qui pourrait être intéressant. Notamment, moi je lis quelques études là-dessus et je pense que c'est en train de sortir aussi. C'est justement sur le fait que ces endotoximies bactériennes et donc du coup ces LPS sont retrouvées dans le sang et donc va participer à cette forme, la forme de l'athérosclérose qu'on peut voir lorsque tu as une hypercholestérolémie, mais pas que. C'est vraiment un marqueur inflammatoire du système cardiovasculaire et qu'en réalité justement cette endotoxémie peut générer des anticorps LDL oxydés assez élevé. C'est vrai. Donc, il y a aussi des marqueurs indirects, mais qui peuvent être intéressants. C'est vrai qu'en général, tes anticorps anti-LDL oxydés, tu les trouves quasiment systématiquement chez tes patients, justement, en dysbiose intestinale. Ah ouais. Moi, je trouve, les LDL oxydés, c'est quand même très lié à l'inflammation, et surtout l'inflammation, je trouve, intestinale. Donc, c'est vrai que moi, je le dose aussi assez systématiquement. Ok. Je peux constater que dans ta pratique, tu fais quand même pas mal de choses, et que tu vas voir effectivement un petit peu tout. Ce qui va générer les symptômes de la personne. Donc du coup, est-ce que dans le dogme de la médecine actuelle, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec l'ordre des médecins? Est-ce que tu as déjà été convoqué? Quelle a été ton expérience, ton ressenti en tant que médecin vis-à-vis de ça? En fait, moi, j'ai déjà été convoqué par conseil de l'ordre. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est pour moi, en fait, il n'y a pas plusieurs médecines. En fait, je veux dire, on est tous médecins. Moi, je veux dire, j'ai un doctorat comme tous les autres médecins. Je suis médecin généraliste et je me considère pas être différent des autres médecins généralistes. C'est juste que je vais aller différemment aborder les dossiers médicaux. De toute façon, moi, je fais systématiquement ce qu'on m'a appris, on va dire, à la fac. Donc, j'oublie pas mon cursus classique. J'oublie pas que, par exemple, avant d'aborder un patient avec des troubles digestifs, eh bien, en fait, t'as le gastro-entérologue qui est aussi censé être là pour vérifier qu'il n'y ait pas de polype, qu'il n'y ait pas de Crohn, qu'il n'y ait pas de rectocolite. Tu vérifies que le rhumato, qu'il n'y ait pas de polyarthrite rhumatoïde, etc. Donc, je travaille pas tout seul dans mon coin. Mais voilà, je vais aller plus loin dans la compréhension du dossier. Et justement, changer un peu comme je dis toujours aux gens, changer de regard sur leur corps humain et je les découpe plus en organes, mais voilà, j'aborde le système par exemple de détox, le système hormonal, le système intestinal, le système immunitaire. Donc en fait, moi, j'expliquais justement que en fait, c'était ça ma démarche. Et ma démarche, c'était aller chercher là où les causes profondes plutôt que de répondre que aux symptômes. Mais en fait, ça restait pour moi de la médecine générale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas différentes médecines, en fait. Donc, et tu as mal vécu ce passage à l'ordre des médecins C'est sûr que c'est jamais très agréable. Après, je peux comprendre que l'ordre cherche à savoir ce que je fais.
je pense que l'ordre est garant aussi est garant d'une Ouais. bonne pratique de la médecine. C'est à ça que sert le conseil de l'ordre. Mais comme je leur dis, en fait, ils devraient être rassurés justement que je sois formé autant Mhm. en médecine fonctionnelle. Parce que justement, ça évite aussi que les patients fassent n'importe quoi. Maintenant, sûr. les compléments alimentaires, tu peux les acheter Partout. comme tu veux. Si tu veux, tu peux t'acheter des gélules de potassium et te surdoser massivement avec du potassium et avoir des troubles du rythme cardiaque. Et puis c'est en vente libre. Et c'est en vente libre. Mhm. Donc, ce que je leur ai dit, vous devriez être heureux que je sois là justement pour être garant Et pour encadrer et cette pour encadrer utilisation. et pour encadrer tout ça. Donc, moi, je leur ai dit, vous savez, et tout ça, en plus, je le fais pour le patient. Bien Donc, sûr. c'est ça le but. Et alors, moi, j'ai une question, toi, en tant que médecin fonctionnel aujourd'hui. Est-ce que tu as un cas patient, je dirais mythique, quelque part, qui a fait que tu t'es dit, il faut que je continue absolument dans cette médecine fonctionnelle parce que j'ai vraiment changé la vie de quelqu'un. Est-ce que tu as une expérience à nous faire partager qui a vraiment changé la donne? Je pense que le cas le plus flagrant que j'ai eu, et finalement, c'était le plus simple, patiente, je me souviens, c'était une collègue de ma sœur, trouble digestif chronique, mais depuis 20, 30 ans. Diarrhée 7, 8, 9 par jour. Ah ouais, ok. Genre terrible. Et en fait, tout simplement, eh bien, elle avait une intolérance au lactose. Donc, on fait la recherche de son génotype LCT, donc intolérante au lactose. Alors, je sais plus si elle était non sécréteur FUT2, mais je ne pense pas. Elle a arrêté le lactose. Je la revois 3 ou 4 mois après. Elle me dit, je n'ai plus aucun trouble digestif. Explique-nous vite fait ce que c'est un génotype LCT. Donc génotype LCT, donc LCT comme lactase, et donc en fait tes parents te donnent à ta naissance une copie du gène. Si tu hérites de chaque parent d'une mauvaise copie du gène, tu es intolérant au lactose. Et en général, tu auras probablement des troubles digestifs durant toute ta vie, puisque en tant qu'Européen, tu es quand même amené à manger régulièrement des produits laitiers. Et donc cette patiente-là, on n'a franchement rien fait C'est dingue, hein. de plus. C'est dingue parce que tu te dis, voilà, j'ai cette approche de vouloir comprendre la génétique du patient et donc du coup de comprendre ces mécanismes, on va dire, qui sont propres à lui. Et c'est clair que pouvoir, la médecine fonctionnelle, ce n'est pas que, on va dire, des formations que tu fais, ce n'est pas aussi que des compléments alimentaires, c'est aussi Non, là, des par biomarqueurs exemple, bien oui, spécifiques exactement. ou des tests qui font partie de cette pratique de médecine fonctionnelle et qui peuvent vraiment décoincer une situation qui n'est pas rectifiable par des analyses conventionnelles, quoi. Là, tu vois, t'as même pas eu besoin de compléments alimentaires, quoi. Ouais, c'est ça, c'est dingue, hein. Et c'est ça qui est. Donc, ça, je pense que c'est. Après, j'en ai d'autres, mais je trouve que celui-là est quand même assez flagrant parce que finalement, j'ai pas eu grand chose à faire. Ouais, c'est dingue. Et ça. la patiente, en très peu de temps, bénéfice. Donc, je lui ai dit, bah, écoutez, bon vent et puis profitez bien. C'est clair que je ne vous revois plus quelque part. C'est ça. Moi, je l'avais jamais revu, donc Ouais, je trop bien. pense que c'est plutôt bon signe. Très, très bien. Et alors, du coup, est-ce que tu as justement, dans un autre contexte, un mythe que tu voudrais éclater dans cette médecine globale? Parce que conventionnelle et au final fonctionnelle, pour moi, sont synergiques. Elles ne sont pas parallèles. Elles devraient être synergiques. Mais est-ce que tu as un mythe à éclater? Je peux en choisir deux. Vas-y, choisis-en deux. Choisir, c'est renoncer, je déteste ça. Ouais, je sais, moi aussi. Les restos, c'est compliqué. Je dirais qu'il y a deux choses. Je dirais qu'il y a vraiment des gens qui pensent que prendre des compléments alimentaires va tout régler et qu'en fait, ça les dispense de faire l'effort de la vie quotidienne tous les jours. Moi, je dis aux gens, vous savez, je prends des compléments alimentaires tous les jours, beaucoup. J'ai pris pas mal d'hormones, j'en prends beaucoup moins maintenant. Mais en fait, pourquoi je vais mieux aussi? Parce que je suis épanoui dans ce que je fais, parce que j'ai choisi la vie que j'ai maintenant, parce que je fais des choses qui m'animent, parce que tous les matins, en fait, je veux dire, tous les matins, je dis aux gens, en fait, moi, je prends mes chaussures et je vais courir. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse noir, pas noir. Voilà, le soir, je vais me coucher tôt parce que j'ai envie d'être en forme le lendemain. Je me fais à manger, je fais mes courses que j'ai envie de bien manger. Je dis, mais en fait, je vais aussi mieux parce que j'ai été capable de changer mon mode de vie. Et t'as beaucoup de gens qui arrivent en disant, je vais prendre de l'hydro, je vais prendre des hormones thyroïdiennes, je vais prendre, je sais pas, tel ou tel complément et ça va aller mieux. En fait, je leur dis, si vous changez pas votre mode de vie, je dis franchement, vous allez être très déçus, vous allez dire que le docteur Puchot est vraiment nul. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui me... Bon, c'est pas que ça m'agace, mais en tout cas, je cadre directement la consultation en leur disant, bah, vous savez, c'est la synergie des deux qui va faire que ça allait mieux.
Donc ça, je pense, c'est le numéro 1. Et je dirais que numéro 2, c'est vraiment ce truc derrière le gluten. Il y a encore toujours ce truc c'est un truc de bobo. Ils font chier ceux qui mangent sans gluten, machin, etc. Mais en fait, faut savoir quand même que quand tu as une pathologie... Déjà, il faut savoir que quand tu es cœliaque, il y a pas beaucoup de gens qui le savent. Si tu es cœliaque et qu'on t'a jamais diagnostiqué, d'ailleurs, c'est pas facile de diagnostiquer une maladie cœliaque parce que parfois le marqueur est négatif. C'est pas forcément symptomatique non plus. En plus, il faut savoir que 50% des cœliaques n'ont pas de signes digestifs. Donc déjà, bon courage. Et il faut savoir que 100% des cœliaques qui mangent du gluten auront une maladie auto-immune dans leur vie. Donc c'est quand même important de s'occuper du gluten et d'y penser. Et il faut savoir que quand tu as une pathologie auto-immune, quand tu manges une bouchée, en 5 minutes, ton système immunitaire est activé. Et c'est globalement plus ou moins la même chose avec la caséine de la vache. Donc, en fait, moi, ça m'agace un peu de se dire oui, non, mais c'est bon, j'en mange un peu de temps en temps une bouchée. Alors, je peux comprendre que ce soit frustrant. Je veux dire, c'est pas moi qui ai une maladie auto-immune et qui ne dois plus manger de gluten. Mais si j'en avais une, je me poserais même pas la question. En fait, comme je dis aux gens, vous prenez l'aliment, 5 minutes après, c'est parti, système immunitaire s'active. Donc, en fait, vous attaquez votre organe. Et entre guillemets, vous vous auto-attaquez. Et c'est vrai que ça, c'est hyper mal compris. Et même moi, jusqu'à il y a pas très longtemps, ça, j'en ai pas conscience. Et sans une formation, en fait, je me disais, mais waouh, une bouchée, 5 minutes. Et donc, malheureusement, il y a des gens à qui on va dire, non, mais c'est bon, oui, ok, t'as un Hashimoto, mais c'est bon, t'inquiète, mange ton petit bout de pizza, ton petit bout de pain toutes les semaines. Mais en fait, c'est là où, malheureusement, en fait, tu flingues tous tes efforts. Et pour suivre pas mal de patients avec des maladies auto-immunes, ceux pour qui, par exemple, on a négativé les anticorps du Hashimoto, ou par exemple, j'ai une patiente là, qui a une maladie de Crohn que son gastro appelle blanchie. Et bien, en fait, c'est des patients qui sont stricts par rapport à leur consommation de gluten, et à part s'il y a erreur, on leur a mal expliqué au resto et donc dans la sauce en fait il y avait de la farine. Sinon en général quand même c'est des gens qui sont stricts là-dessus. Et moi je leur dis toujours, je suis navré de devoir vous dire que en fait c'est vraiment zéro, mais en fait c'est pas pour les embêter quoi. Oui, parce que les gens aussi qui consomment ce gluten et qui sont soit hypersensibles au gluten ou malades cœliaques ont des symptômes pendant 2 semaines, 3 semaines suite à une seule prise. Exactement. Donc, ça moi, montre j'ai une patiente il n'y a pas longtemps qui a fait un dérapage mais qu'elle voulait pas faire. Et en fait, elle me dit brouillard cérébral qui est revenu directement. Ça a duré 15 jours. Et en fait, c'est ça. Et après, il y en a qui vont dire oui, mais si tu prends avec du levain, blé ancien, c'est OK. Mais en fait, non, pour ton système immunitaire, je veux dire, si on est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un système immunitaire archi développé. Et parce qu'en fait, le corps est capable de le repérer. Et ce qui est en plus encore plus difficile, c'est que tu as un mimétisme moléculaire avec d'autres aliments. On en avait parlé, mais ne désespère pas les gens, parce que là, franchement, ça va aller très loin. Non, mais c'est pour dire à quel point, en fait, déjà, il faut être suivi par quelqu'un qui s'y connaît, et donc par des gens qui s'y connaissent en maladies auto-immunes, qui s'y connaissent en immunité, parce qu'en fait, sinon, en fait, on te dit, c'est OK. Et finalement, ces gens-là, malheureusement, alors, quand tu as une hypothyroïdie, bon, soit ta thyroïde se consomme et elle est plus petite, etc. Bon, c'est pas vital, mais tu as certaines maladies auto-immunes quand même. Sclérose en plaques, c'est quand même malheureux qu'en fait, à chaque fois que tu manges, en fait, tu es en train de, entre guillemets, détruire ton système nerveux quand même. Quand tu y penses, c'est terrible. Et en fait, je me dis, mais c'est tellement dommage parce que, en fait, ça, encore une fois, comme je dis aux gens, ça coûte 0. Alors évidemment, il faut que tu fasses tes courses et que tu manges, mais ça coûte 0. C'est clair. Et je dirais même que c'est la première chose à faire. Donc tout ce qu'il y a autour du gluten, je trouve qu'il y a plein de mésinformations. Et je trouve ça dommage. C'est pour ça que je voulais en parler parce que. Ouais, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois, tu parles d'un truc intéressant tout à l'heure, que au final, intestin. Réaction dermato, typiquement quand tu as quelqu'un, un malade cœliaque qui n'a pas de symptômes digestifs, il va avoir une dermatite herpétiforme. Exactement. Et donc en fait tu te dis tu peux passer à côté de quelque chose parce que c'est pas digestif. Tout à fait. Donc c'est vrai que à mon sens la maladie cœliaque, il y a l'hypersensibilité cœliaque, c'est 2 choses totalement différentes mais qui montrent qu'en fait il y a un problème de cette consommation de gluten. Et c'est vrai que typiquement ce que vous pouvez sur le terrain rencontrer quand vous avez quelqu'un qui est malade d'Hashimoto et qui arrête le gluten, ça va mieux. Complètement. Voilà. Donc, tu vois souvent les anticorps qui diminuent, c'est pas du systématique, parce que malheureusement, justement, parfois, tu as des gens qui continuent à consommer du riz et autres, donc ça interagit. Mais c'est vrai que souvent, tu vois soit cliniquement les gens qui vont mieux, ou biologiquement les anticorps qui baissent. Ouais. Donc, bien sûr. Mais il y a un truc, moi, alors je rebondis par rapport à ce que tu as dit, tu vois, notamment sur la prise en charge des patients, quand tu proposes
des solutions, notamment via le complément alimentaire, où tu dis, voilà, il faut absolument que votre mode de vie, l'environnement, qu'il soit de l'alimentation, le sommeil, vos relations amicales, amoureuses, travail, sont hyper essentielles justement dans cette stratégie, puisque et ça, franchement, ce que tu dis me fait écho, puisque voilà, comment j'ai réactivé moi mon EBV, la première chose que j'ai mis en place pour aller mieux, c'est de changer de vie. Bah oui. Voilà, changer de vie, de relations amoureuses, de redéfinir ma pratique professionnelle. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je me sens mieux que jamais. Au-delà de toute cette alimentation où forcément j'ai supprimé le gluten, j'ai repris en charge mon intestin, mais c'est vrai que c'est la première chose à faire, c'est vraiment ton environnement. Ouais. Donc ça me fait écho et je trouve que c'est un message qui doit être passé à bon nombre de gens. C'est que la plupart des maladies, qu'elles soient auto-immunes ou même plus graves, on va dire, c'est que ça part à mon sens, d'un mode de vie qui est... C'est un signal que ton mode de vie, il y a quelque chose que tu dois changer. Enfin, voilà. Moi, je le vois de toute façon... J'en parlais avec une collègue justement qui fait qui s'occupe beaucoup de personnes avec des maladies auto-immunes. Et en fait, elle disait que quand tu creuses dans la vie des gens, il y a toujours un signal comme quoi en fait, il faut changer quelque chose dans ta vie. Et dans les maladies auto-immunes, souvent d'ailleurs, tu trouves des traumatismes dans leur vie. Ok. Je vais te poser deux questions. Deux questions, on va dire, ce seront les dernières questions. Une un peu plus médicale, mais dans le même contexte, et l'autre totalement humaine, dans le même contexte. Parfait. Okay. Tu te retrouves seul au monde, sur une plage, pas sur une plage, sur une île, parce que sur une plage, c'est pas forcément sur une île. Il y a une plage, normalement. Où il y a une plage aussi. Quelles sont les 5 choses que tu choisirais pour vivre sur cette île de manière éternelle et qui te rendrait heureux? Waouh. Donc des objets. Des personnes, des objets, tout ce que tu veux. Ah, donc je suis pas seul, je peux ramener quelqu'un. Ah, tu peux faire ce que tu veux, c'est 5 éléments. Voilà, 5 éléments. 5 éléments. Bon, un David, voilà, on le sait, puis dans 2. Bah évidemment. Qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais de quoi, genre un iPod ou un truc comme ça, parce que je suis un énorme fan de musique, donc moi je peux pas vivre sans musique, ça c'est impossible. Avec batterie limitée évidemment pour que je puisse écouter. Donc est-ce que je peux prendre 2 en 1, iPod plus écouteur? Non, ça les options, y a pas de problème, tu peux les ajouter. Donc ça, j'emmènerai avec moi la personne avec laquelle je vis évidemment. Puisque donc, voilà, je compte bien vivre très longtemps avec elle. Je pense que j'emmènerai mon chien aussi, évidemment, parce que je pense qu'il serait très heureux aussi. Lui qui a un peu peur de la foule, là, il serait bien, on serait tranquille. Ça fait 3? Ça fait déjà 3. T'en restes 2. Eh bien, j'imagine que je prendrais mes chaussures pour courir. Ok. Bon, après, t'es sur une île. Ou pieds nus. Oui, pieds nus sur la plage, c'est vrai que je peux. Il faut bien que tu manges quand même. Oui, il faut bien que je mange, c'est vrai, mais après tu me diras, tu peux chasser, tu peux faire du feu, donc en soi... Est-ce que je peux prendre un chef privé avec moi? Bien sûr. Qui? Eh ben voilà, un chef privé, je sais pas, mais je sais pas, un chef privé. Un chef privé, ça peut être pas mal. Ok. Tu es un médecin sur une île et tu dois traiter un patient. Tu n'as droit qu'à 5 outils thérapeutiques. Alors, je vais te poser des questions sur des différents types d'outils thérapeutiques et tu dois choisir ce que tu garderais pour pouvoir fonctionner de manière éternelle sur cette île. Waouh. Le premier, un test ou une analyse? C'est dur. Un test ou une analyse? Je pense que finalement, la numération formule, elle reste quand même un test, je trouve, hyper intéressant. Ok. Pour définir ta prise en charge. Certes très basique, mais t'arrives à définir des événements, on va dire... immunitaires, anémie, peut-être. Ouais, je partirais peut-être là-dessus. Ok, NFS du coup. Explique vite fait ce que c'est. Numération formule, globule blanc, globule rouge, voilà. etc. Okay. C'est très basique, mais en fait, ça t'apporte déjà énormément d'informations. Ok. Un médicament allopathique? Je pense quand même avoir un antibiotique sur toi, t'es quand même plutôt pas mal. Si t'as une infection type érysipèle ou une infection cutanée, t'es quand même content d'avoir ton antibiotique. Ouais, donc en fait, on revient sur le schéma de la médecine allopathique, des urgences, quelque part, de la survie. Et c'est normal. C'est quand même plutôt utile. C'est clair. La pénicilline, j'en sais rien, mais bon, ça a quand même révolutionné la médecine. Tu vas pas manger une gousse d'ail si t'as... Voilà.
les effets sont peut-être pas garantis. Non, je pense pas. Si c'est pour survivre, je prends les antibiotiques. C'est clair. Ouais. Un complément alimentaire. Alors, s'il n'y a pas de soleil, vitamine D, clairement. Bon, si tu as du soleil, vitamine D, ça ira. Et un complément alimentaire... Moi, je sais. Hein. Toi, t'aimes bien la lactoferrine? Non, bah, c'est pas... Non, mais par contre, tu vas parler de vitamine D. Bon, t'as quand même besoin d'un élément... Même si tu t'en prends pas, t'as quand même besoin d'un élément pour la potentialiser. L'iode, si t'es sur une île, tu en auras de l'iode. Oui, t'en auras. Un peu de magnésium, pourquoi pas. Voilà, le magnésium, je pense que c'est quand même le couteau suisse, par excellence. Ouais, magnésium, c'est bien. Ouais. Moi, j'ai le même avis que toi, du coup, voilà, j'aurais pris le magnésium aussi. Une plante? Et bah, je trouve par exemple que la berbérine, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Ok. Ça a quand même des effets. Tu peux t'occuper de l'intestin, tu peux t'occuper de l'insulinorésistance, d'hypercholestérolémie, etc. Je trouve que c'est un bon couteau suisse. J'aime bien la berbérine. Ok. Un conseil patient que tu voudrais donner, vraiment un conseil universel pour le patient que tu aurais sur cette île, mais en fait, tous les patients de la Terre entière. Moi, je pense, meilleur conseil que je puisse donner, puisque je l'ai vécu personnellement, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et d'écouter son moi profond et toujours écouter, entre guillemets, sa flamme. Et si on a un objectif, pour moi, il faut foncer. Et surtout, il ne faut pas faire des choses pour faire plaisir aux gens. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire plaisir à tout le monde et qui, du coup, n'osent pas faire telle ou telle chose parce que, soi-disant, socialement, c'est pas accepté ou autre. Et moi, je pense vraiment qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et surtout, on peut choisir la vie qu'on veut si on s'en donne les moyens. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Trop bien. Donc Julien, si tu avais un message à faire passer à des futurs médecins qui se posent déjà la question sur la médecine fonctionnelle, mais j'aime bien aussi dire la médecine, on va dire, plus environnementale, ou du moins avec plus de questions autour de l'humain, en fait, qu'est-ce que tu leur ferais passer comme message? Alors moi, je pense qu'il faut suivre ses convictions, avant tout. Je pense que c'est important. On sait que maintenant, malheureusement, les autorités sanitaires ne vont pas forcément dans le sens justement de la santé intégrative, mais je pense qu'il faut suivre ses convictions et surtout, encore une fois, se dire qu'au bout, en fait, finalement, ce qu'on fait, on œuvre pour le bien du patient. Et je pense surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a la science derrière nous et qu'on a des sciences fondamentales qui valident notre pratique. On a des examens biologiques qui valident notre pratique et ça, pour moi, c'est hyper important. Et je pense que vraiment l'avenir, de toute façon, on le sait, c'est la médecine personnalisée. Et c'est ça qui fonctionne le mieux parce qu'on apprend déjà au patient à avoir le mode de vie qu'il doit avoir et on personnalise en plus toutes les thérapeutiques en fonction de sa génétique, de son mode de vie, de ses analyses. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on donne une meilleure vie au patient. Et surtout, en fait, on redonne un côté humain, je trouve, à la consultation. Et je pense que c'est ça aussi qui est très important. Et prendre le temps, justement, de parler avec le patient et parfois lui dire qu'en fait, il faut sortir de ce cadre médicament pour tous et qu'il faut prendre le temps, parfois 10, 15, 20 minutes, de parler de la vie du patient et lui dire qu'en fait, ce qu'il faut réellement, c'est changer sa vie pour changer sa santé. Ok, merci beaucoup Julien d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi et de m'entretenir sur ta vision de la médecine fonctionnelle et ton parcours au final. C'était vraiment hyper intéressant. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette interview avec le docteur Julien Puchois. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Pour ne rien rater des futures interviews, activez la cloche. N'hésitez pas à lâcher un like parce que ça nous donnera la force et l'énergie de continuer à faire ce type de contenu. Partagez votre expérience personnelle, laissez un commentaire pour vous nous dire tout simplement si vous avez aimé la vidéo, si vous avez envie de voir un autre thérapeute invité sur ce plateau de podcast. C'était mTOR pour Ozone 2000. Ciao!